18 juin 1815. Le champ de bataille de Waterloo est un cimetière à ciel ouvert. L'empire de Napoléon vit ses dernières heures. Mais au milieu du chaos, une poignée d'hommes se dresse, pas pour la victoire, pour la légende. Imaginez une force si terrifiante que sa simple présence sur une colline suffisait à paralyser des généraux et à faire paniquer des armées entières. Ils n'étaient pas des hommes, ils étaient la certitude de la victoire, ou d'une mort glorieuse. On les appelait la vieille garde, et leur mythe ne s'est pas forgé à Austerlitz ou Iéna, mais dans le sang et les flammes de leur défaite la plus célèbre. Comment une simple unité militaire est-elle devenue une force mythologique? Qu'est-ce qui les rendait si redoutables que des rois préféraient sacrifier des milliers d'hommes plutôt que d'affronter directement CES, soldats là? Dans les minutes qui suivent, nous allons percer le secret des grognards, l'arme la plus terrifiante de Napoléon, et comprendre pourquoi leur plus grande défaite fut en réalité leur couronnement. Pour comprendre la garde, il faut remonter à la source. À la fournaise de la Révolution française, cette révolution n'a pas seulement fait tomber une monarchie, elle a fait naître un nouveau type de soldat. Un homme qui ne se bat plus pour un roi, mais pour une nation, pour une idée. Un citoyen en armes, promu non par son sang, mais par son courage. Napoléon, lui-même un pur produit de cette méritocratie, a compris qu'il pouvait distiller l'essence de cette armée nouvelle pour en faire une arme absolue. Il n'allait pas simplement créer une garde du corps, il allait forger une légion de demi-dieux, une incarnation vivante de la gloire de l'Empire. La garde impériale n'était pas une unité que l'on pouvait rejoindre, c'était un panthéon que l'on devait mériter. Le processus de sélection était si brutal, si exigeant, qu'il relevait plus de l'initiation mythologique que du recrutement militaire. Pour même oser postuler, un soldat devait être un survivant, un vétéran parmi les vétérans. La première condition était le temps de service, 10 années au minimum, 10 années de feu et de sang, 10 années à avoir connu la soif dans les sables d'Égypte, le froid mordant des Alpes italiennes, la boue des plaines allemandes. Chaque candidat devait avoir participé à au moins 3 campagnes. Il ne suffisait pas d'avoir été là. Il fallait avoir combattu, avoir chargé, avoir tenu la ligne face à la mitraille. Ensuite venait la bravoure. Ce n'était pas une qualité subjective, elle devait être prouvée. Le dossier de chaque homme était épluché. Il fallait des citations officielles pour actes d'héroïsme. Une simple mention ne suffisait pas. Il fallait que le soldat se soit distingué par un courage hors du commun, un acte qui avait changé le cours d'une escarmouche ou sauvé ses camarades. Ses cicatrices étaient ses lettres de noblesse, le témoignage silencieux de sa valeur face à l'ennemi. Puis, il y avait le physique. La taille au minimal était fixée à 1,78 m pour les grenadiers à pied, une taille de géant pour l'époque. Cette exigence n'était pas un caprice, c'était une arme psychologique. Imaginez une ligne de bataille et face à vous, un mur de colosses coiffés de leurs immenses bonnets à poil, vous regardant de haut, impassibles. Avant même le premier coup de feu, l'ennemi se sentait déjà plus petit, déjà plus faible. Enfin, une dernière condition, plus subtile, mais fondamentale. Il fallait savoir lire et écrire. Napoléon ne voulait pas une garde de brutes sanguinaires. Il voulait une élite intelligente, capable de comprendre les ordres, de devenir des sous-officiers rimes, de former l'ossature indestructible de son armée. Ces hommes n'étaient pas des pions, ils étaient les piliers de l'édifice impérial. Ceux qui passaient cette sélection inhumaine n'intégraient pas seulement une unité, ils changeaient de statut. Ils devenaient des quasi-immortels. Leur solde était doublé.
Leur nourriture était celle des officiers. Leur uniforme, spectaculaire, les distinguait de la masse. Le bonnet d'ourson des grenadiers, haut de 33 centimètres, frappé d'une aigle impériale, n'était pas une coiffe, c'était une couronne. Le simple fait de voir ces uniformes semait le doute et la peur chez l'ennemi. C'était le signe que l'empereur était là, et que la fin était proche. Mais le privilège le plus extraordinaire, le plus unique, n'était ni l'argent ni la nourriture. C'était le droit de se plaindre. C'est de là que vient leur surnom légendaire, les grognards. Ils étaient les seuls hommes de toute la grande armée, peut-être même de toute l'Europe, à avoir le droit de parler franchement à l'empereur, de critiquer ses décisions, de se plaindre du froid, de la faim ou de la longueur d'une marche. Napoléon non seulement tolérait ces plaintes, mais il les écoutait. Il les appelait « mes enfants », marchait à leur côté, tirait l'oreille d'un vieux sergent en riant de ses remontrances. Cette relation était la clé de tout. Leur loyauté n'était pas celle de sujets soumis à un monarque. C'était la dévotion absolue de guerriers envers celui qu'ils considéraient comme le plus grand d'entre eux, leur petit caporal. Ils ne le craignaient pas, ils l'aimaient. Et c'est pour cet homme qu'ils étaient prêts à mourir, sans poser de questions. Cette force, une fois assemblée, était si précieuse, si puissante, que Napoléon hésitait presque toujours à l'utiliser. Sur des dizaines de batailles, le rôle principal de la garde était de ne pas combattre. Elle était l'arme de la dernière extrémité, l'assurance-vie de l'Empire. L'empereur la plaçait toujours en réserve, souvent sur une hauteur, visible de tout le champ de bataille. De là, ces milliers de géants silencieux devenaient une force psychologique écrasante. Les soldats français, épuisés, blessés, au bord de la rupture, levaient les yeux vers la colline. Ils voyaient les bonnets à poil, immobiles, et ils savaient que même si leur ligne cédait, la garde était là pour les venger. Cette vision leur donnait la force de tenir encore 5 minutes, 1 heure, le temps qu'il fallait. Pour l'ennemi, le spectacle était un cauchemar. Chaque général, de l'Autrichien au Russe, connaissait la règle. Tant que la garde n'a pas bougé, la bataille n'est pas gagnée. Ils voyaient cette masse sombre et menaçante, et chaque plan, chaque manœuvre était dicté par une seule question angoissante. Quand l'empereur va-t-il enfin lâcher ses lions? Cette attente brisait les nerfs. Elle usait le moral plus sûrement qu'un boulet de canon. La garde était le marteau de Napoléon, suspendu au-dessus de la tête de ses ennemis. Et lorsque enfin l'ordre tombait, ce n'était plus une bataille. C'était une exécution. Quand les dieux descendent dans l'arène, le sort des mortels est scellé. Et lorsque Napoléon déchaînait la garde, c'était précisément ce qui se produisait. Elle ne combattait pas souvent, mais chaque fois qu'elle engageait le fer, elle ne laissait derrière elle que la défaite et la légende. Prenons la bataille d'Austerlitz, le 2 décembre 1805. Le chef-d'œuvre tactique de Napoléon, la bataille des 3 empereurs. Au cœur des combats, sur le plateau de Pratzen, le centre français est mis à rude épreuve. Le tsar, Alexandre Ier, voyant une opportunité, lance sa propre garde impériale, l'élite de l'armée russe. Des géants vêtus de vert, la fierté de la noblesse de Saint-Pétersbourg, chargent avec arrogance, certains qu'ils vont enfoncer les lignes françaises épuisées. Et ils y parviennent presque. Ils brisent un régiment d'infanterie, capturent son aigle, le symbole sacré. Le centre français vacille. C'est le moment de bascule, le point de rupture où la bataille peut être perdue. Napoléon, observant la scène depuis son poste de commandement,
reste calme. Il se tourne vers le maréchal Rapp et lui donne un ordre simple. Un ordre qui va changer l'histoire. Il envoie ses propres immortels. La cavalerie de la garde, les chasseurs à cheval et les grenadiers à cheval, menés par Rapp lui-même, s'élancent. Ce n'est pas une charge, c'est un séisme. Les Mamelouks de la garde, souvenirs vivants de la campagne d'Égypte, sont en tête, leur cimetière courbe brillant sous le soleil glacial. Ils frappent la garde russe avec une violence inouïe. Le choc est titanesque. L'élite d'un empire contre l'élite d'un autre. Mais le combat est bref. La garde russe, si fière, si décorée, est littéralement pulvérisée. En quelques minutes, elle est sabrée, dispersée, anéantie. Les survivants fuient en désordre, abandonnant leurs canons et leurs blessés. L'intervention de la garde n'a pas seulement sauvé le centre français, elle a brisé le moral de toute l'armée russe. Le tsar, voyant sa propre garde d'honneur détruite sous ses yeux, comprend que la bataille est perdue. Après la victoire, Napoléon dira à ses grenadiers « Je suis content de vous. Vous avez décoré vos aigles d'une gloire immortelle. » Il ne se trompait pas. La garde venait de prouver qu'elle n'avait pas d'égal sur le continent. Mais la garde n'était pas seulement une force de frappe chirurgicale. Elle était aussi un mur infranchissable, capable de tenir là où tout autre aurait cédé. La bataille d'Eylau, en février 1807, en est la preuve la plus sanglante. La bataille se déroule en Pologne, au cœur de l'hiver, dans une effroyable tempête de neige. Le champ de bataille est un enfer blanc où l'on ne voit pas à 10 mètres. Les deux armées, françaises et russes, s'étripent dans le froid et la confusion. Le centre français, mené par le maréchal Augereau, s'égare dans le blizzard et débouche juste devant les canons russes. C'est un massacre. En quelques instants, le corps d'Augereau est décimé. Une brèche béante s'ouvre dans les lignes françaises. L'armée est sur le point d'être coupée en deux et anéantie. La défaite semble inévitable. Napoléon, impassible au milieu des boulets qui pleuvent autour de son état-major, prend alors une décision désespérée. Il ordonne au maréchal Murat de mener la plus grande charge de cavalerie de l'histoire. 11 000 cavaliers s'élancent dans la tempête. Mais même cette charge titanesque ne suffit pas à stabiliser complètement le front. Pour protéger l'empereur et son quartier général, qui sont maintenant exposés, une seule unité reste, le cimetière de la garde à pied. Ce sont les grenadiers, immobiles au milieu du chaos, qui reçoivent le choc de la contre-attaque russe. Ils forment le carré, cette forteresse humaine de baïonnettes. Les Cosaques, la cavalerie russe, les fantassins, tous viennent se briser sur ce roc de granit. Les grenadiers de la garde ne reculent pas d'un pouce. Ils subissent des pertes effroyables, mais ils tiennent. Leur discipline de fer, leur courage absolu au milieu de l'enfer, sauvent l'armée et l'empereur. À Eylau, la garde n'a pas gagné la bataille. Elle a empêché sa perte. Elle a prouvé que sa valeur ne se mesurait pas seulement dans l'attaque, mais aussi dans une résilience surhumaine. Cette résilience fut leur marque de fabrique. En Espagne, pendant une guérilla brutale et sans pitié, ils étaient la seule force que les partisans espagnols craignaient vraiment. En Russie, pendant la retraite apocalyptique de 1812, ils furent les derniers à s'effondrer. Alors que la grande armée se désintégrait sous l'effet du froid, de la faim et des attaques incessantes des Cosaques, la garde restait une force cohérente. Elle formait l'arrière-garde, protégeant les débris de l'armée. Au passage de la Bérésina, l'un des épisodes les plus tragiques de l'histoire militaire, ce sont les sapeurs de la garde qui construisent les ponts, sous le feu de l'ennemi, permettant à Napoléon et aux survivants de s'échapper.
Les autres soldats mouraient de froid par dizaines de milliers. Les grognards, eux, continuaient de marcher, silencieux, disciplinés, protégeant leur empereur jusqu'au bout. Ils étaient les derniers à quitter le sol russe, brûlant leurs aigles et leurs drapeaux, pour qu'ils ne tombent pas aux mains de l'ennemi. Leur légende n'était plus seulement celle de guerriers invincibles, elle devenait celle de martyrs stoïques, capables d'endurer des souffrances que nul autre ne pouvait supporter. Chaque bataille, chaque campagne ajoutait une nouvelle couche au mythe. Les rois d'Europe n'envoyaient plus leurs armées combattre des soldats. Ils les envoyaient affronter une idée. L'idée que la France, incarnée par ces hommes, était capable de se relever de tout, de supporter tout, et de frapper avec une force terrifiante au moment où on s'y attendait le moins. La garde était devenue l'âme de fer de l'Empire. Pourtant, chaque épopée a une fin. Chaque titan, qu'il soit d'airain ou de chair, doit affronter son destin. Pour la vieille garde, ce destin portait le nom d'un village obscur de Belgique, Waterloo. 18 juin 1815. Après son retour de l'île d'Elbe, Napoléon a rassemblé une nouvelle armée en un temps record. 100 jours pour reconquérir un trône et défier une Europe entière coalisée contre lui. Waterloo est sa dernière partie, son coup de poker final. S'il gagne, il peut briser la coalition et sauver son empire. S'il perd, tout est fini. La bataille fait rage depuis des heures. Le champ de bataille est une mer de boue gorgée de pluie. Les Français ont attaqué sans relâche les positions britanniques et alliées tenues par le duc de Wellington, retranchées sur la crête du mont Saint-Jean. La ferme de Hougoumont est un brasier. La Haye-Sainte est tombée. Le centre de Wellington est à l'agonie. L'armée britannique est exsangue. Ses officiers tombent les uns après les autres. Des régiments entiers ont cessé d'exister. Wellington, le duc de fer, est blême. On l'entend murmurer que la nuit où Blücher arrive. Il sait qu'il ne pourra plus tenir très longtemps. C'est le moment que toute l'armée attend. Napoléon, malade, épuisé, a déjà engagé une partie de la jeune et de la moyenne garde. Mais il lui reste sa réserve ultime, son trésor, les immortels, la vieille garde. Il reste 8 bataillons de ces légendes vivantes, des hommes qui n'ont jamais connu la défaite en personne. L'ordre est donné. La garde va monter à l'assaut. Mais pour la première fois, il y a quelque chose de différent, quelque chose de funeste. Normalement, l'empereur les harangue avant l'assaut. Cette fois, il reste en arrière, trop malade pour les mener. Pour la première fois, la garde attaquera sans son Dieu à sa tête. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre dans les rangs français. La garde donne. Un immense cri d'espoir parcourt la ligne de bataille. Les blessés se relèvent pour voir. Pour les soldats français, c'est la certitude de la victoire. Le spectacle est à couper le souffle. 8 colonnes d'assaut, impeccablement alignées, remontent la pente boueuse du mont Saint-Jean. Le pas est lent, mesuré, inexorable. Les tambours battent la charge, un rythme sourd et puissant. En tête, les géants aux bonnets à poil, baïonnettes au canon. Ils ne crient pas, ils ne courent pas. Ils avancent en silence, comme des prêtres de la guerre, marchant vers l'autel du sacrifice. Ils sont la mort en marche. Face à eux, derrière la crête, les restes de l'infanterie britannique les attendent. Wellington a préparé son piège. Il a fait coucher ses hommes pour les protéger de l'artillerie française. Ils sont invisibles. La garde monte, imperturbable sous la mitraille. Les boulets creusent des sillons sanglants dans leurs rangs. Mais les survivants resserrent les lignes, sans briser l'allure. Rien ne semble pouvoir les arrêter. Ils atteignent la crête.
Et là, le piège se referme. Wellington hurle, debout, garde, et visez juste. 1500 gardes anglais, les Redcoats, se dressent d'un seul coup, à moins de 50 mètres. Un mur rouge surgit de terre. Une seule salve, une décharge à bout portant, terrible, dévastatrice. Le premier rang de la garde impériale est fauché. Pour la première fois de leur histoire, ces hommes, ces légendes, hésitent. Ils sont surpris, secoués. Avant qu'ils ne puissent se reformer, la cavalerie alliée les charge sur les flancs. Le chaos s'installe. Et puis, l'impensable se produit. L'incroyable. Un cri parcourt le champ de bataille. Un cri de désespoir qui glace le sang des Français. La garde recule. Ce n'est pas une déroute. Ils se replient en ordre, mais ils reculent. Pour la grande armée, qui a tout misé sur cette attaque, cette vision est une onde de choc insoutenable. Si la garde recule, c'est que tout est perdu. La panique s'empare de l'armée française. C'est la débandade, le sauve-qui-peut général. La bataille est perdue. Mais l'histoire de la vieille garde ne s'arrête pas là. Elle commence, car si une partie de la garde a reculé, une autre va rester. 3 bataillons, formés en carré, refusent de fuir. Ils se dressent au milieu de la marée des fuyards et de la contre-attaque alliée. Ce sont les derniers bastions de l'Empire. Le premier carré, commandé par le général Cambronne, est cerné par la cavalerie anglaise. Il est submergé de toutes parts. Les Anglais, admiratifs devant tant de courage, leur offrant une chance de se rendre. Un officier britannique crie « Braves Français, rendez-vous ». La réponse, légendaire, fuse. L'histoire a retenu la version la plus noble. La garde meurt, mais ne se rend pas. Cambronne lui-même aurait prononcé un mot plus court, plus cru, un mot de 5 lettres qui résume tout le défi et tout le mépris de ces hommes face à la mort. Le mot de Cambronne. Le carré continue de se battre jusqu'au dernier homme. Plus loin, 2 autres carrés tiennent encore. Ils sont l'ultime rempart protégeant la fuite de Napoléon. L'artillerie alliée est mise en batterie et tire à mitraille sur ces îlots de bravoure. C'est un carnage. Les corps s'entassent, mais les carrés ne rompent pas. Ils se rétrécissent à chaque décharge, les survivants se regroupant autour de l'aigle, leur emblème sacré. Ils vont mourir là, debout, face à l'ennemi, fidèles à leur serment. Ils ne se battront pas pour la victoire, qui est désormais impossible. Ils se battront pour l'honneur, pour la légende. Ce soir-là, sur le champ de bataille de Waterloo, la vieille garde a accepté la défaite militaire. Mais dans ce sacrifice, elle a trouvé son immortalité. Ce jour-là, la vieille garde a perdu une bataille, mais elle a gagné l'éternité. En choisissant une mort héroïque plutôt qu'une reddition sans gloire, ces hommes ont offert à la France un mythe plus puissant que n'importe quelle victoire. Ils ont transformé la plus grande défaite de Napoléon en un triomphe moral, une apothéose du sacrifice. Leur légende a survécu à l'Empire. Elle a nourri l'imaginaire national pendant 2 siècles, devenant le symbole ultime de la loyauté, du courage et du panache à la française. Il nous rappelle qu'il y a des choses plus importantes que la victoire, l'honneur, le devoir, la parole donnée. L'héritage de fer, ce n'est pas seulement l'histoire de conquêtes et de territoires, c'est l'histoire de cet esprit, un esprit de résilience, d'excellence absolue et de défi face à l'impossible. C'est l'esprit qui a permis à la France de traverser les épreuves les plus sombres et de toujours se relever, l'esprit de la garde, l'esprit de la France.